Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Touliar pour commencer, où le Conseil des ministres s'y est tenu aujourd'hui. À cette occasion, les discussions et les décisions ont porté sur la province de Touliar, notamment sur les intérêts et le développement des régions d'Asimon-Jeffen, d'Anjouy et d'Anossi. Nous n'arrêterons pas tant que Touliar n'aura pas progressé, a déclaré le président Anjrazouel, ajoutant que l'État s'engagera pleinement pour changer l'histoire du Sud. Plusieurs secteurs de projet ont été abordés à cette occasion. Judical Engineering, Intra-Tsalébé. La liesse s'est de nouveau emparée de la population de Touliar à l'occasion de la visite du président de la République Anjrazouel, accompagné de son épouse Mial Razouel, dans la ville du Soleil. L'objectif est d'accélérer le développement de Madagascar. À cet effet, le développement régional doit s'intensifier. Cette visite présidentielle et la tenue du Conseil des ministres en région permet de voir de près les projets de développement à mettre en œuvre et les travaux à réaliser. C'est désormais au tour de Touliar de bénéficier pleinement de ce processus de développement, souligne le président Anjrazouel. La ville de Touliar, touchée par la montée des eaux lors du passage d'un cyclone, a été évoquée en premier lieu. Le gouvernement a déjà résolu le problème de la digue de Kiembe, dont les travaux sont entièrement achevés et l'inauguration est prévue ce samedi. L'électricité constitue une autre préoccupation majeure des habitants de Touliar. Ce Conseil des ministres a ainsi adopté la mise en place d'un parc solaire de 5 MW. La première phase de 2,5 MW démarrera immédiatement, suivie d'une seconde de 2,5 MW pour atteindre 10 MW d'ici 2026. En parlant du Sud et de Touliar, le manque d'eau est un problème majeur et récurrent. Les habitants manquent d'eau même pour se laver. Plusieurs forages, des latrines et des sanitaires seront ainsi installés dans les districts de Touliar 1 et 2. 24 centres de santé de base seront également alimentés en électricité via des plaques solaires. Les projets sociaux tels que le Vatsimben, le Varmour, l'appui aux associations féminines et le programme Miounz seront poursuivis. La part de Touliar dans le cadre du projet PIC 3, doté d'un budget global de 71 millions de dollars à l'échelle nationale, sera également prise en compte. D'importants projets sont en cours dans le Sud, notamment la construction de routes, un domaine longtemps ignoré mais désormais réalisé par le président. La RN13 est déjà terminée entre Tolagnar et Mbuvumbe. Les travaux se poursuivront jusqu'à Betchouk et au carrefour d'Ikalamint, comme décidé lors de ce Conseil des ministres. Il en est de même pour les routes de la ville de Touliar, les avenues, les rues pavées et les ruelles. Le gouvernement, avec le président Anjrazouel, veillera à ce que tous les aspects du développement soient couverts durant cette visite. Le Sud ne sera plus laissé en marge de développement. Les discussions ont également porté sur la contribution de l'entreprise QMM pour soutenir la population locale. Elle devra allouer un budget pour la construction de routes et l'approvisionnement en eau potable. À travers ce Conseil des ministres tenu à Touliar, le président Anjrazouel démontre sa volonté ferme. Nous ne nous arrêterons pas tant que Touliar ne sera pas développé. Nous ne nous arrêterons pas tant que le niveau de vie de chacun ne s'améliore. En économie, la réception des dossiers nécessaires pour ceux qui souhaitent obtenir un agrément de vente d'or auprès de la Banque centrale ou en vue de son exportation à l'étranger est ouverte à partir d'aujourd'hui, selon les informations fournies ce jour par le ministère des Mines et la Banque centrale de Madagascar. Le prix de l'or atteint actuellement 92 501 € le kilo. Les détails. L'appel à manifestation d'intérêt pour l'exportation formelle de 4 tonnes d'or et la constitution d'une réserve nationale de 4 tonnes d'or auprès de la BFM a été publié aujourd'hui. Voici les pièces requises. Une lettre de manifestation d'intérêt mentionnant commercialisation de l'or adressée au ministre des Mines et au gouverneur de la Banque centrale, la copie du récépissé de dépôt de la demande d'agrément,
la copie de l'ensemble des documents fournis lors de la demande et une lettre d'engagement signée à télécharger sur le site de la Banque centrale. Les dossiers doivent être remis directement à la direction de l'achat de la Banque centrale ou envoyés par mail à l'adresse suivante sec.dag@bfm.mg. La séance d'ouverture des dossiers se tiendra publiquement le 3 juin, suivie de l'évaluation des candidatures du 4 au 6 juin et des entretiens individuels auront lieu à partir du 9 juin. Les résultats seront communiqués par email aux candidats retenus. Il est à rappeler que, selon les décisions prises en Conseil des ministres du 19 mars dernier, la Banque centrale mettra en place un système de collecte d'or dans les 4 districts les plus producteurs, dont elle assurera aussi le transport jusqu'à Antananarivo. Le ministère des Mines est en charge de l'octroi des agréments. À ce jour, le prix du kilo d'or atteint 92 510 €. Ce prix n'a cessé d'augmenter depuis la fin du mois de décembre 2024. Une conjoncture favorable que Madagascar, pays riche en ressources aurifères, devrait saisir. Et dans les actualités sociales, une mère de famille vivant seule dans le quartier d'Amparbé a été retrouvée morte dans sa maison. Les voisins ont été intrigués par son absence inhabituelle ce matin. Sa maison était encore fermée de l'intérieur, tandis que la radio fonctionnait à plein volume. Les autorités compétentes ont été appelées et après avoir forcé l'entrée, elles l'ont découverte étendue sans vie. Une crise d'hypertension serait la cause du décès selon le voisinage, car elle s'était plainte d'être malade la veille. Andoniana Martina Nzaranjiansu. Ses voisins ont été alarmés par l'absence de Pierrette, une femme active et responsable de certaines infrastructures du quartier d'Amparbé, telles que le bassin de lavage et la pompe à eau. Elle ne répondait pas lorsqu'on l'appelait depuis l'extérieur. D'après les témoignages, la radio était pourtant allumée, ce qui a poussé les habitants à alerter immédiatement les autorités. Toutes les démarches ont été entreprises et lorsqu'ils ont pu entrer, ils l'ont trouvée sans vie, allongée sur le sol. La dénommée Pierrette, une veuve sans enfant selon les informations, avait pourtant été visitée la veille dans l'après-midi par des membres de sa famille avec qui elle avait échangé quelques mots. La communauté et sa famille pensent à une crise d'hypertension comme cause du décès de cette dame. Aucune blessure suspecte n'a été constatée sur son corps. Et face à la dégradation de routes menant à la mosquée centrale des musulmans aux 67 hectares et à l'accumulation des eaux stagnantes, les fidèles musulmans lancent un appel aux autorités concernées pour que des travaux soient entrepris. Ils affirment avoir déjà envoyé une demande officielle il y a 2 ans auprès de la commune et de la SMA, mais celle-ci serait restée lettre morte. Détails sur les images de Yves Janel. De l'eau stagnante, comme est présente tout au long de l'année devant la mosquée centrale des musulmans aux 67 hectares. La cause en serait l'obstruction des canalisations due à des constructions illégales selon le comité des sages de cette mosquée. Il y a aussi des gargotes tout autour, ce qui expose les clients à de mauvaises odeurs et à une forte présence de mouches, ajoute l'explication. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils ont adressé une demande auprès de la commune et de la SMA pour solutionner cette situation, mais c'est resté lettre morte jusqu'ici, se plaignent-ils. La semaine dernière, ils ont renvoyé une nouvelle demande aux autorités concernées et attendent avec espoir une réponse satisfaisante. Le comité des sages a également précisé que cette mosquée accueillera prochainement une prière de bénédiction pour la nation à l'occasion du 65e anniversaire du retour de l'indépendance. Santé à présent, de plus en plus de personnes souffrent actuellement de fièvre ou présentent des symptômes liés aux maladies des voies respiratoires, selon les constats faits dans les centres de santé. Un médecin rappelle les conseils à suivre pour prévenir ces maladies. Détails sur les images de Nzara Ranjiansu. Nous entrons progressivement dans la saison hivernale. À Antananarivo, la température minimale atteint déjà les 14 degrés C selon le service météorologique. Nombreux sont ceux qui tombent malades actuellement.
Certains souffrent de grippe sévère, d'autres présentent des troubles respiratoires comme l'asthme ou l'essoufflement, confie le docteur Fid Barnien. En plus de la consommation de légumes variés, de fruits, d'aliments riches en protéines et de la nécessité de boire au moins 1 litre d'eau pour les personnes pesant moins de 50 kg et 1,5 litre d'eau pour les plus de 50 kg, il faut aussi faire attention aux vêtements à porter et au nettoyage fréquent de la maison, ainsi que son aération fréquente, toujours selon les explications. Les médecins recommandent toujours aux patients de ne pas faire de l'automédication et de consulter immédiatement un médecin, surtout en cas de crise d'essoufflement. Les médecins rattachés au ministère de la Santé publique vont bénéficier de formations dispensées par un organisme international dont le siège se trouve à Genève. Le ministère de la Santé publique recevra également des équipements grâce à ce partenariat. Hier, une délégation de cette organisation internationale a rendu visite au ministre de la Santé publique à Mbouida, au cours de laquelle la signature officielle de l'accord de partenariat s'est tenue. Selon le professeur Ndjamanatan Zeli Harvey, le ministre de la Santé publique, cette coopération est le fruit de plusieurs années d'échanges. Il a également souligné que la formation des médecins constitue un levier important pour le développement humain. Toujours selon les explications, ce partenariat permettra également à Madagascar de suivre l'évolution des nouvelles technologies. Plus d'explications. Dire merci à Monsieur le ministre, c'est grâce à son investissement personnel et aussi à l'ambassade de Madagascar à Genève que nous sommes ici. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est en pourparlers et puis il s'est beaucoup impliqué dans cette mission. Humanitarian for Empowerment se diffère un peu des autres ONG parce qu'on voulait faire les missions un peu autrement, dans la transmission du savoir-faire, dans la formation. C'est pour cette raison qu'on est venu ici. On a, outre le don qu'on a fait à l'hôpital, nous avons rencontré différents collaborateurs, différents départements. Nous avons ici des spécialistes de chirurgie viscérale, proctologie, santé publique, chirurgie pédiatrique, chirurgie thoracique, chirurgie orthopédique. Bref, il y a quand même pas mal de personnes ici. Et nous avons rencontré tous nos confrères malgaches et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et une formation. Nous allons aussi travailler avec l'université de médecine, travailler pour la formation prégraduée, postgraduée. Nous avons aussi rencontré des personnes d'une instance de formation et de recherche. Là aussi, il y a des choses à faire. Le but aujourd'hui, c'était de cette mission est clair, comme a dit monsieur le ministre, c'est de faire un point de la situation, une évaluation de l'état des lieux, comprendre les besoins, mieux cibler l'aide qu'on pourra apporter, voir quelles sont les compétences aussi qu'il faut faire et puis mettre aussi les personnes que vous voyez là en directe relation avec les personnes du terrain qui connaissent mieux le terrain et puis travailler ensemble pour que ce soit pérenne dans le temps. Et dans la page culturelle, la vente des billets pour le grand concert du Star Tiakola a débuté aujourd'hui. L'artiste se produira le 11 juin prochain au Palais des Cultures et des Sports de Mamassen. En plus du concert, plusieurs activités axées sur la protection de l'environnement et la formation des jeunes seront également organisées. Andeniana Martina, Zaranjiansu, Sech Anjanap. Tiakola est un artiste français célèbre, spécialisé dans le style afro-urbain. Il a été sacré artiste de l'année en France, notamment grâce à son album BDLM. Après des artistes renommés comme Taïk ou Dadju, Tiakola vient à son tour à Madagascar pour offrir un concert exceptionnel prévu le 11 juin prochain au Palais des Sports de Mamassen. Mais cet événement de grande envergure organisé par Nasprod et KPI 20 ne se limite pas à un simple concert. Le programme comprendra également des formations pour les jeunes et des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'événement s'articulera donc autour de 3 grands axes. Une scène sera aussi offerte aux jeunes talents malagasy à travers un concours. Les lauréats auront l'honneur d'assurer la première partie du concert de Tiakola le 11 juin. Tiakola arrivera à Madagascar le 9 juin. La vente officielle des billets a démarré aujourd'hui à l'Orange Digital Center de la gare de Souarane de 9 h à 17 h.
Une ligne téléphonique est aussi disponible pour les réservations 032 85 348 21. La chaîne Viva fait partie des partenaires officiels de cet événement musical. Pendant 3 jours, le festival Tsoulabé mettra en lumière l'histoire et la culture de l'île Sainte-Marie, l'un des endroits les plus magnifiques de Madagascar. L'événement organisé par la commune locale en est à sa 13e édition cette année. Il coïncide également avec la saison de passage des baleines dans nos mers. Détails sur les images de Yves Janel. Sainte-Marie fait partie des plus beaux sites de Madagascar. Toutefois, ce n'est qu'en 2025 que cette destination a véritablement commencé à se redresser après le passage du Covid-19, selon le maire de la commune, Krofe Beassou. D'ailleurs, l'État n'a pas oublié Sainte-Marie comme en témoignent les nombreuses infrastructures, les routes, les écoles qui ont été construites, a-t-il poursuivi. Pour promouvoir le tourisme local et attirer davantage les Malagasy à visiter l'île, la commune organise le festival Tsoulabé à la fin du mois d'août. Ce festival mettra en avant les jeux traditionnels propres à Sainte-Marie et au peuple Betsimsarak. Il y aura également les sports collectifs, les courses à moto. C'est aussi la période du passage des baleines à bosse dans la région, ainsi que l'abondance des produits de la mer, selon toujours les explications. Le festival Tsoulabé en est cette année à sa 13e édition. Dans les actualités internationales, Donald Trump a créé la surprise hier en annonçant depuis Riyad qu'il allait lever les sanctions américaines contre la Syrie, à la veille de rencontrer au moins brièvement le président syrien Ahmad al-Shara en Arabie Saoudite. France 24. On savait que le sujet était dans les tuyaux, mais on ne pensait pas que l'annonce arriverait si vite. Je vais ordonner la levée des sanctions contre la Syrie afin de leur donner une chance de grandeur. Les sanctions étaient brutales et écrasantes. Elles ont été très importantes à l'époque, mais maintenant, c'est leur moment de briller. Des mots qui changent le cours du forum d'investissement américano-saoudien et provoquent une ovation. Oh, que ne ferais-je pas pour le prince héritier ? Car c'est bel et bien Mohammed Ben Salman qui a fortement insisté auprès du président américain. Il y voit son intérêt, étendre son influence jusqu'à Damas et stabiliser la région, condition sine qua non à ses projets de développement. Pour l'Arabie saoudite, l'élément perturbateur de longue date, c'est l'Iran. Mais ces derniers mois, Riyad et Téhéran ont officiellement renoué des liens diplomatiques. Les Saoudiens veulent s'imposer comme une puissance qui parle au plus grand nombre. Les Iraniens, eux, souhaitent sortir de leur isolement. Au milieu, Donald Trump marche sur des œufs. Je veux conclure un accord avec l'Iran, mais si les dirigeants iraniens rejettent ce rameau d'olivier et continuent d'attaquer leurs voisins, nous n'aurons d'autre choix que d'exercer une pression maximale. À Riyad, le président américain a réussi l'exploit de quasiment éluder la question de Gaza, en tout cas en public. Par contre, il n'a pas oublié d'évoquer l'État hébreu. Je rêve que l'Arabie saoudite rejoigne bientôt les accords d'Abraham. Mais vous le ferez à votre rythme. Ou pas, car ces derniers mois, la normalisation des relations n'est plus sur la table. MBS a durci le ton à l'égard de Benyamin Netanyahou, l'accusant de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Et puis, le Bénin a pu officiellement récupérer hier un objet faisant partie des trésors royaux d'Ambomé. Il s'agit d'un cataclé, un tabouret tripode qui constituait la 27e œuvre de son trésor royal, pillé par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle et qui se trouvait dans un musée en Finlande. France 24. Alors c'est enfin l'épilogue à Cotonou de la restitution de la totalité du trésor royal de l'ancien royaume du Dahomey. L'objet qui manquait à l'appel a été remis ce mardi par la Finlande au Bénin. Alors il s'agit d'un cataclé, c'est un objet qui servait de trône de transition. C'était le premier siège utilisé pour le sacre du roi. Alors ce mardi, 3 ans et demi après le retour des 26 autres biens culturels remis par la France, le Bénin, par la voix de son ministre de la Culture, affirme que le pays poursuivra son action pour récupérer tous les objets de son patrimoine. Avec la Finlande, nous passons un message à l'universel.
La politique culturelle en cours de déploiement au Bénin depuis 2016 mérite le soutien de tous ceux qui ont une part du patrimoine culturel emblématique du pays entre leurs mains. Alors le cataclé n'avait pas pu être rendu en 2021 par la France car il n'était pas sur le territoire français. Le cataclé avait été échangé il y a 80 ans. C'est un échange qui a eu lieu entre l'ancien musée ethnographique du Trocadéro en France et le musée national de Finlande. Et toutes ces informations ont été révélées grâce à une enquête menée en collaboration avec la conservatrice du musée national de Finlande, l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou et RFI. Et toujours d'après cette enquête, il aura fallu d'intenses tractations pour que la France accepte de le radier de ses collections nationales afin que la Finlande puisse le rendre au Bénin via une décision du Conseil d'État. Alors c'est un geste fort de la Finlande qui a rendu déjà il y a près de 2 ans des fragments de pierres sacrées à la Namibie. Et pour en venir au cataclé, eh bien, sachez qu'il n'a jamais été exposé ni en France ni en Finlande. Il devrait l'être prochainement après 133 ans en dehors de son lieu d'origine. Israël impose délibérément et sans le moindre gêne des conditions inhumaines aux civils du territoire palestinien occupé, a déclaré Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, devant les membres du Conseil de sécurité. France 24. L'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza. Tous les jours, des mères inquiètes arrivent à la recherche de compléments alimentaires pour leurs nourrissons. Je l'ai amenée ici car elle souffre de malnutrition et pour faire un suivi de son état de santé. Actuellement, nous n'avons rien à manger ni à boire, alors je suis venue chercher des sachets de biscuits ou du cérélac pour qu'elle prenne du poids. Il y a encore quelques mois, pendant le cessez-le-feu, ce hangar de l'Organisation mondiale de la santé dans la ville de Gaza était rempli à ras-bord de colis humanitaires. Selon l'OMS, si le blocus continue, 1 demi-million de Gazaouis seraient au bord de la famine d'ici 4 mois. Au niveau sanitaire, la situation est tout aussi grave. Les urgences d'Al-Shifa comptent 50 lits, mais doivent régulièrement accueillir 500 patients par jour. Il y a 12 lits en soins intensifs à Shifa. Un 3e bloc opératoire vient d'être ouvert. C'est une bonne chose. Mais on est loin de la situation d'avant la crise et la guerre. Avant la crise et la guerre, Shifa comptait 22 blocs opératoires. Après 2 mois de blocage de l'entrée de l'aide humanitaire, Gaza manque de tout. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le chef des opérations humanitaires met les responsables internationaux face à leurs responsabilités. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin maintenant? Allez-vous agir avec détermination pour empêcher un génocide et garantir le respect du droit international humanitaire? Ou direz-vous à la place, nous avons fait tout ce que nous pouvions? Depuis quelques semaines, Israël propose un plan pour réautoriser l'entrée de l'aide humanitaire qui serait en partie repris par le projet américain de création d'une fondation pour prendre en charge cette aide. Un mécanisme qui ne respecte pas les principes humanitaires selon l'ONU, qui fait de l'aide un outil politique ou tactique militaire selon la France ou le Royaume-Uni. Israël, de son côté, accuse l'ONU de vouloir préserver un cadre humanitaire qui servirait le Hamas, un système qui nourrirait les terroristes pendant que les civils et les otages meurent de faim. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Bike. Au revoir et bonne soirée sur Viva.